OK, très bien. Voilà. Bienvenue à le webinaire de TechRRT, Technical Rapid Response Team, sur le changement social et de comportement pour les acteurs de la nutrition et de la santé. Moi, je m'appelle Ben Allen et je suis le directeur adjoint du TechRRT. Et je suis avec trois autres présentateurs et on va faire les introductions avec eux après. Après, j'ai expliqué un peu les objectifs et l'agenda pour aujourd'hui. Mais avant ça, je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre micro et votre micro en mute et votre vidéo atteinte. Pendant la session de réponse, de questions-réponses, c'est possible, on va vous demander de poser vos questions. Comme on est relativement un petit groupe, ça nous permet d'avoir plus de discussions à ce moment-là. Et quoi d'autre? OK, et comme Amel a dit dans le chat box, ça sera très utile pour tout le monde si vous pouvez vous introduire, vous présenter dans le chat box avec vos noms, vos positions, votre boulot et de où vous êtes basé. Ça donne tous les autres participants une petite idée de le groupe qu'on a aujourd'hui sur le webinaire. Merci Amel pour faire ça. OK. On avance. Très bien. OK. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? L'agenda. On va commencer avec les introductions de Amel et Alia et Caroline, comme je viens de dire. Et je vais expliquer très simplement les objectifs du webinaire aujourd'hui. Et après, c'est moi qui va donner une présentation du TechRRT. J'imagine qu'il y a certains gens sur le webinaire aujourd'hui qui connaissent très bien déjà le TechRRT. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça ne sera pas l'information nouveau. Et ensuite, Amel va vous donner une présentation sur le comportement social et changement. Et sur trois parties, ça sera le changement social et de comportement en cas d'urgence, les processus de changement social et de comportement. Et avant ça, j'ai oublié certains aspects du théorie par rapport du CSC. Et après ça, on va voir une étude de cas de l'Indonésie avec Alia de GAIN, et ensuite une autre étude de cas de Bangladesh avec Caroline de Save the Children. Et ensuite, Amel et moi va expliquer un petit peu comment vous pouvez demander le support du TechRRT. Et après, on va vous donner l'opportunité de poser nous des questions. Et comme je viens de dire, on est seulement 13 sur le webinaire. Et avec un nombre comme ça, on peut avoir une discussion plutôt que seulement une session de questions et réponses. Et à la fin du webinaire, j'aimerais bien si vous pouvez tous remplir l'évaluation du webinaire. J'ai déjà mis la ligne dans le chat box au début. Et je vais le poster, je vais le mettre encore une fois à la fin et ça va plus prendre seulement 5 minutes pour remplir, et ça nous aide beaucoup d'assurer que ce genre de webinaires sont améliorés. OK. Très bien. OK, les objectifs du webinaire, ils sont deux. Premièrement, simplement, c'est de partager des informations sur la façon dont les approches de changement social et de comportement, CSC, peuvent être utilisées pour améliorer la nutrition et la santé. On va parler les contextes d'urgence ainsi que les contextes plutôt de développement.
Et ensuite, on va, comme je viens de dire, on va expliquer le type de support que le TechRRT peut fournir en CSC. Et oui, voilà. Comme ça, vous avez les renseignements de vous demander le support technique dans votre programme. OK, les présentateurs d'aujourd'hui. J'ai déjà me présenté. Je suis Ben Allen, directeur adjoint de TechRRT. Et je vais demander à mes co-présentateurs d'allumer le vidéo et le audio pour se présenter. Armelle. Bonjour, je suis Armelle Sachet, je suis la référente technique pour le changement de comportement pour Action contre la faim, USA, et je suis également membre du comité de pilotage pour le TechRRT. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Merci Armelle. Et Alia. Bonjour, bonjour Ben, bonjour à Armelle, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le monde, tous les participants. Je suis Aliane, donc je travaille pour l'Alliance globale pour l'amélioration de la nutrition, GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, basée à Genève. Et je travaille pour GAIN depuis 7 ans. Je suis responsable actuellement des programmes Ange et adolescents et j'ai fait une partie de ma carrière chez GAIN en Indonésie, dont je me réjouis de vous parler dans plus de détails tout à l'heure. Merci Alia. Et Caroline. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour quelques personnes où vous êtes dans le globe. Je suis Caroline Hilary, je suis conseillère technique. Normalement, je travaille sur la santé et nutrition scolaire en Save the Children. Mais dans ce moment-là, comme vous voyez dans l'affiche, je travaille sur la pandémie. Okay, je suis basée à La Paz, Bolivie. Très bien. Merci beaucoup et bienvenue tous les présentateurs. On est ravis d'avoir vous ici aujourd'hui et on a la chance d'avoir cette présentation de Bangladesh, de Save the Children et d'Indonésie, de GAIN. Donc, merci beaucoup. OK, très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est le TechRRT? Comme je vous ai dit, TechRRT, c'est l'acronyme pour l'anglais Technical Rapid Response Team. Et TechRRT est un mécanisme de réponse rapide de support technique pour les interventions nutritionnelles d'urgence à travers les déploiements des experts, l'appui technique à la distance et le renforcement des capacités. Dans cette période de restriction en termes de mouvement, on a annulé 2 déploiements récemment à cause de, on a postponé et annulé un autre déploiement à cause de la pandémie de COVID. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de l'appui technique à la distance en ce moment. Et pendant la période de discussion, on peut discuter ça un petit peu si vous voulez. Et le TechRRT, nous sommes un consortium de 4 organisations. International Medical Corps, de Action contre la faim, les 2 bureaux d'action, 2 sièges d'Action contre la faim, celui de Canada à Toronto et l'autre aux États-Unis à New York. Et aussi Save the Children UK du Royaume-Uni. Et les 4 font partie de notre consortium. Et Armelle, elle est la représentante de Action contre la faim aux États-Unis. Et on existe grâce à 4 bailleurs. Je m'excuse, on n'a pas fait les traductions des petits mots là. De OFDA, USAID, les Irlandais, Irish Aid, les Suédois, SIDA, et aussi Save the Children UK nous donne une petite portion de leur propre fonds. Et on travaille en collaboration avec le Global Nutrition Cluster
le GNC, le cluster nutrition global basé à Genève, et aussi avec la division du programme nutrition de UNICEF basé à New York. Et nous travaillons comme partie de le GTAM, Global Technical Assistance Mechanism for Nutrition. Je ne vais pas essayer de faire une traduction de ça. OK. Et quel est notre but? Notre but, c'est d'améliorer et consolider la qualité technique des programmes et des évaluations pour les meilleurs résultats en matière de nutrition chez les populations affectées par les situations d'urgence et des crises prolongées. Je vais vous montrer un diapo après un peu avec un peu les pays, une indication des pays où on a travaillé. OK. Et qui sont les membres de TechRRT? Le TechRRT, ça consiste de qui? OK. Il y a une équipe de coordination. C'est moi, directeur adjoint. Et Andy Kendall, qui est la directrice. Elle est basée en Espagne. Et aussi, on va avoir, j'aurais dit, une responsable du programme qui est en processus de recrutement. Donc, une équipe de coordination de 3. Et notre hôte est IMC, International Medical Corps. Et nous avons une équipe de 4 experts déployables, 4 experts permanents. Un expert qui est basé, les 4 organisations, ils ont ACF Canada, ACF aux États-Unis, Save the Children et IMC, ils ont les spécialités spécifiques de notre 4 thèmes sur quoi nous spécialiser. Et ACF Canada, c'est eux qui mènent la partie des enquêtes nutritionnelles. Et nous avons une référente enquête qui s'appelle Alexandra Humphreys. Et aussi, avec IMC, le spécialiste de PESIMA, de prise en charge intégrée de malnutrition aiguë, Martha Nakakande, elle est le référent de PESIMA. Et avec Save the Children UK, qui mène la partie ANGE, l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants en urgence, nous avons Brooke Bauer, qui est le référent pour la partie ANGE. Et finalement, le parti changement social et comportement, nous avons un référent permanent qui s'appelle Sona Sharma. Et c'est Sona Sharma qui s'occupe des déploiements en termes de changement de comportement. Sona ne parle pas français. Par contre, nous avons aussi Armel. C'est-à-dire que si nous recevons une demande dans les pays francophones, on peut déployer Armel. OK. Et finalement, nous avons la flexibilité de trouver des autres experts si en cas de besoin, comme on a un roster de consultants. Et tous les déploiements sont examinés et approuvés et contribués aussi par le comité de pilotage de déploiement, c'est nos membres acquis ici qui fait partie de ce comité de pilotage. OK, et finalement, avant de passer à Amel, qui a fait le TechRRT à ce jour? Ici, vous pouvez voir les 22 pays où on a fait les déploiements depuis 2015. La plupart sur le ANGE, IYCFE en anglais, et les autres sur enquête, PESIMA, CSC, multistructurel et une sur nutrition, une formation dans la nutrition en urgence. OK, ça suffit de moi. Donc, je vais passer le relais à Amel. OK. Merci Ben. Je vais garder ma caméra off pour éviter pour que tout le monde puisse se concentrer sur la présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes, selon la région du monde où vous êtes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire.
sur le changement de comportement social et sur le changement de comportement et de comportement social en nutrition et en santé. Donc, je suis sûre que, bien sûr, on est tous aujourd'hui concernés par la crise qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Et bien sûr, le changement de comportement et le changement social a un rôle essentiel à jouer dans ce type d'intervention, dans ce type de crise. Cette présentation ne va pas particulièrement s'axer sur la question des interventions Covid, mais cependant, les principes, les approches, les exemples dont on va parler sont des choses qui peuvent tout à fait s'appliquer pour des interventions de changement de comportement en cas d'épidémie, en cas d'urgence. Ma présentation, je vais parler de 3 aspects importants de la promotion du changement de comportement social et en santé. D'une part, la compréhension du comportement humain et l'importance du contexte social, de l'environnement. Ensuite, je parlerai plus particulièrement du changement de comportement dans les situations d'urgence. Et enfin, je parlerai un petit peu des processus et des différentes approches que l'on peut utiliser. Comme vous le verrez, il s'agit d'introduire d'abord des concepts clés sur les différentes approches possibles avant de s'intéresser plus particulièrement à 2 cas d'études, puisqu'on a la chance d'avoir 2 personnes qui peuvent nous présenter des applications dans 2 projets différents qui sont très intéressantes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Armel, je vais juste... Il y a un peu de bruit dans le micro. Your microphone, il n'est pas très clair. Peut-être c'est trop proche de ta bouche, je ne sais pas. Ah, ok, Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est beaucoup mieux, merci. D'accord, ok. Donc, le comportement humain peut être défini de plusieurs façons, l'une d'elles étant l'ensemble des actions observables et mesurables qu'une personne réalise dans un environnement. Les résultats d'un comportement peuvent être aussi bien négatifs que positifs. En matière de santé et de nutrition, les comportements qui nous intéressent en général concernent plutôt l'hygiène, par exemple le lavage des mains, les pratiques alimentaires et plus particulièrement l'alimentation du jeune enfant, et les pratiques de recours aux soins. Par exemple, chacun de ces comportements est associé à un ensemble de pratiques assez complexes. Quand on parle d'alimentation complémentaire, on ne parle pas seulement juste d'introduire l'alimentation de compléments au bon moment, mais aussi d'alimenter en quantité et en fréquence et en qualité adéquate. Et on sait très bien qu'au fur et à mesure que l'enfant se développe et grandit, on doit adapter ces pratiques pour qu'on puisse faire correspondre les apports aux besoins en nutrition de l'enfant. Donc, les comportements que l'on va mettre en place pour répondre aux besoins nutritionnels vont évoluer au fur et à mesure que l'enfant grandit. Afin de pouvoir faciliter l'adoption de bonnes pratiques en nutrition et en santé, on doit d'abord comprendre comment nous pensons et comment nous prenons des décisions lorsque nous faisons des choix et qu'est-ce qui influence nos choix. Pour cela, on doit s'intéresser aux sciences comportementales pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. D'une part, on sait que chacun de nous a développé ses propres règles empiriques qui lui a permis de développer ses préférences pour choisir ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Par ailleurs, on fait constamment, consciemment ou inconsciemment, on va dire des comptes mentaux pour peser les bénéfices et les coûts de chacun de nos choix. Et ensuite, nos décisions sont influencées soit par des choses qui sont... pardon, c'est la diapo d'avant. Les décisions sont influencées par nos expériences passées et enfin, notre capacité d'attention est très limitée. Ce qui est intéressant et ce que nous montrent les recherches de Daniel Kahneman, c'est que notre cerveau a 2 systèmes de fonctionnement, principalement. Un premier système que l'on peut appeler pensée vite, qui est automatique, inconscient, rapide et
instinctif, émotionnel et réactif. Ce système est activé lorsqu'on l'on fait des choses automatiques, comme comprendre une langue, notre langue maternelle, ou conduire si on est un conducteur expérimenté. Le deuxième système, pensée-lancement, est contrôlé, conscient, plus lent, délibéré et logique. C'est le système que l'on enclenche lorsqu'on apprend une nouvelle langue ou alors une compétence pour la première fois. Il nécessite des efforts qui soient conscients pour comprendre et acquérir cette nouvelle compétence. Un point important à retenir par rapport à ces deux systèmes de pensée, c'est que dans 90% du temps, la plupart du temps, nos décisions suivent le premier système, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choix conscients, on suit des automatismes et des pulsions, et c'est-à-dire que pour pouvoir influer sur les comportements, il va falloir soit arriver à guider ce système 1 de choix pour qu'il soit automatiquement orienté vers les comportements qui nous intéressent en nutrition et en santé, ou alors provoquer un déclenchement du système de pensée et de réflexion analytique afin que les personnes se remettent en cause et réfléchissent et prennent des décisions mieux calculées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et ce n'est pas tout. Quand on parle du comportement, il s'agit d'un phénomène qui est influencé par des facteurs internes à l'individu et au-delà. Donc cette diapo, désolée, elle est en anglais, mais je vais l'expliquer. Donc ça représente le modèle, ce qu'on appelle le modèle socio-écologique, qui catégorise les facteurs qui influencent les comportements en 4 niveaux. Les facteurs d'influence au niveau de l'individu, ceux au niveau de la famille et des réseaux des pairs, de la communauté et du système social et structurel. Par exemple, si une femme allaite son enfant, lorsqu'elle va choisir le type d'allaitement qu'elle va faire, son choix va dépendre de son attitude vis-à-vis de l'allaitement, de sa perception des avantages de l'allaitement, de sa confiance dans sa propre capacité à allaiter, de son temps disponible et d'autres moyens, des conditions de vie, mais il dépend également de ce qu'elle perçoit de ses pairs, de ce que les membres de sa famille pensent et croient. Par exemple, dans de nombreux contextes, on peut avoir le cas de personnes qui vont penser que pour que l'enfant grandisse bien, et il faut lui donner des aliments en plus du lait maternel avant 6 mois, ou que dans un climat chaud, le nouveau-né aura besoin d'eau, sinon il aura soif. Ces normes culturelles, qui peuvent être normes culturelles et de genre, ont une très forte pression sur les individus. Les individus, on attend d'eux qu'ils obéissent aux normes qui sont données par leurs aînés, leurs conjoints, la famille. Et si ces membres de la famille pensent que l'allaitement maternel exclusif ne suffit pas et que leur souci est bien entendu le bien-être de l'enfant, alors aller à l'encontre de leur opinion sera vraiment très difficile pour la mère parce qu'elle sera perçue comme étant négligente envers son enfant. Elle sera perçue comme étant une mauvaise mère, en d'autres termes. Donc il ne suffit pas de s'attaquer aux obstacles individuels qui empêchent le changement de comportement, mais si on veut pouvoir permettre et favoriser ce comportement, il faut aussi s'intéresser à l'environnement social et physique qui va permettre de faciliter la pratique. Merci. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu du rôle de la communication pour le changement de comportement ou du changement social et de comportement dans les situations d'urgence. Alors, ce qui se passe, c'est que lors d'une situation d'urgence et de crise, par exemple une épidémie, les populations ont besoin d'être informées et mobilisées pour pouvoir mettre en place rapidement des actions de prévention et de contrôle de l'épidémie. Pour cela, une stratégie efficace de changement de comportement est nécessaire. Prenons l'exemple de la pandémie actuelle du coronavirus. La première action à mettre en place
généralement par les organisations et puis gouvernementales ou non gouvernementales, sera de fournir des informations claires, précises et pertinentes en temps utile aux communautés. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre les barrières et les facteurs favorables à l'adoption des comportements de prévention. Par exemple, les habitudes actuelles, les moyens disponibles, les connaissances, les perceptions des comportements et à adopter de leur efficacité, ainsi que la perception du risque de la maladie ou de l'épidémie qui est en cours et des autres motivations possibles qui peuvent pousser les gens à changer de comportement ou non. Lors des situations d'urgence, et notamment d'épidémie, il peut y avoir des phénomènes de fausses idées, de rumeurs qui se multiplient. C'est notamment d'autant plus possible aujourd'hui puisque de plus en plus de personnes ont accès aux réseaux sociaux. Donc les rumeurs et les mythes peuvent se propager très vite dans la population. Et il est très important de pouvoir identifier ces rumeurs et pouvoir les adresser si jamais elles entraînent, on va dire, des problèmes tels que la discrimination de certaines personnes, de certains groupes, ou la prise de médicaments qui ne seraient pas celles qui seraient adaptées pour gérer cette maladie. Donc c'est vraiment très important tout au long de la communication pour le changement de comportement en situation d'urgence, d'identifier et combattre les mythes et les fausses idées. Ça sert également à préparer les communautés aux actions d'intervention, à rassurer le public et à maintenir la confiance en gardant une communication constante et à supporter la résilience des communautés, c'est-à-dire les préparer non seulement à répondre à la crise, mais aussi aux phases suivantes de résilience. Le changement de comportement n'est pas un processus simple et la promotion du changement de comportement demande bien sûr en grande partie du bon sens, mais ce n'est pas toujours facile. Voici quelques problèmes typiques que les équipes du projet peuvent rencontrer lors d'une intervention, par exemple de promotion du lavage des mains. On peut avoir, ce sont des exemples qui sont courants, qui sont pris du terrain. On peut se rendre compte, après avoir fait l'intervention, que les connaissances des gens ont augmenté, mais que ça ne les a pas forcément poussés à agir et à changer de comportement, à pratiquer le comportement. On peut aussi avoir des cas où on aurait beaucoup dépensé pour des spots radio, mais malheureusement, l'audience ciblée n'aura pas pu écouter ces spots, ou alors ils auraient souhaité recevoir d'autres types de supports et non pas des conseils, de l'eau potable ou des emplois, ou qu'ils n'avaient pas accès au savon pour pouvoir pratiquer le comportement. Bref, on peut rencontrer un certain nombre de difficultés. Si on ne prend pas le devant de faire une étude formative pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la population, quelles sont les barrières et les leviers de changement de comportement, alors il sera difficile de les anticiper. Si l'on regarde l'ensemble des approches de comportement qui ont donné de bons résultats, on remarque qu'elles suivent un processus assez similaire qui comporte généralement 5 étapes. Même si les étapes ne sont pas forcément toutes présentées de la même façon, quand on les compare, on se rend compte que chacune passe par une étape d'initiation, une étape d'analyse, une étape de conception, puis la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Je vais expliquer chaque étape plus en détail dans la prochaine diapositive. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la plupart des approches passent par ce processus de manière séquentielle. Bien sûr, même si on doit passer par chaque étape, toutes ces étapes s'inscrivent dans un cycle.
On va d'abord commencer par l'initiation, identifier le problème à résoudre, c'est-à-dire la pratique que l'on cherche, soit une pratique qui est problématique que l'on chercherait à éviter, soit une pratique que l'on cherche à promouvoir pour résoudre un problème. Ensuite, on va essayer d'analyser, c'est-à-dire comprendre quels sont les comportements en question, quelles sont les barrières d'adoption, quels sont les leviers, les motivations, les connaissances, les attitudes vis-à-vis de ces comportements. Une fois qu'on a une bonne compréhension du comportement et des facteurs qui l'influencent au niveau individuel, mais également au niveau de l'environnement ou au niveau social, on va pouvoir concevoir une activité, développer une stratégie et des outils pour atteindre nos buts de changement de comportement. Ensuite, bien sûr, on va faire la mise en œuvre de notre activité en faisant un suivi et on ajustera, si nécessaire, le design de l'activité pour mieux répondre à notre objectif. Enfin, on fera une évaluation et le cycle de projet, bien sûr, ne s'arrête pas là puisque, en général, au bout d'un moment, on va réanalyser, réidentifier d'autres problèmes ou réévaluer des nouveaux objectifs de changement et recommencer notre cycle de processus de mise en place d'activités de changement de comportement. Quand on parle de l'étape d'initiation, ici, l'idée est de savoir déjà d'identifier quel est le problème ou le défi à relever par le biais d'une intervention de changement de comportement. Déjà, savoir si l'activité, le projet ou le contexte nécessite une intervention de changement de comportement et ensuite définir quel serait le type de comportement, est-ce que l'on doit définir ce comportement, qui les pratique, qui les influence ou quels seront les outils, les objets ou les technologies qui pourraient faciliter la pratique. Lors de l'étape de conception, on va également considérer de savoir si ces comportements nécessitent une intervention spécifique parce qu'ils ont des difficultés, ils présentent des difficultés particulières pour que les usagers, les bénéficiaires puissent les pratiquer. Quand on parle de difficulté à pratiquer un comportement, ça peut être aussi bien parce que c'est difficile de pratiquer en continu, fréquemment, une activité tout au long de la vie, par exemple comme le lavage des mains, qui nécessite beaucoup de constance. Certains comportements nécessitent des compétences complexes pour pouvoir les mettre en place, par exemple connaître les signes de diarrhée et être capable de préparer de l'ORS, du SRO à la maison. D'autres comportements demandent du temps et des efforts. Et certains vont à l'encontre des normes sociales qu'ils sont dans la société. Si on veut pouvoir promouvoir une meilleure nutrition pour les jeunes enfants ou une meilleure utilisation des services de santé pour les femmes enceintes et les enfants, peut-être que la barrière serait les tâches, la charge de travail pour les femmes, et dans ce cas-là, il faudra trouver des stratégies pour que ces tâches soient partagées et par exemple voir comment les hommes pourraient participer à des tâches ménagères pour pouvoir libérer des temps pour que les femmes puissent accéder aux services de santé à l'été ou faire d'autres tâches, adapter les comportements que l'on souhaiterait qu'elles adoptent. Voilà, d'autres comportements coûtent de l'argent, impliquent plusieurs étapes. C'est dans ce sens qu'à partir du moment où le comportement est plus difficile à adopter, on doit pouvoir réfléchir à mettre en place une intervention qui facilite ce changement de comportement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de donner l'information, mais aussi de mettre en place un processus pour faciliter le changement. D'une manière générale, les étapes recommandées pour faire l'analyse, c'est ce qu'on appelle la recherche formative. La recherche formative, c'est
l'étude qui permet d'étudier le contexte dans lequel le comportement a lieu et les facteurs qui l'influencent, et qui permet de déterminer sur des bases, on va dire, scientifiques et systématiques, donner des orientations pour établir notre stratégie de changement de comportement. La plupart du temps, il vaut mieux commencer par une revue de la littérature pour identifier ce qui est déjà connu et quelles sont les lacunes. Particulièrement en situation d'urgence, on va pouvoir profiter de ce qui a déjà été fait avant, et ça nous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, on va chercher la méthode qui est la plus appropriée pour pouvoir répondre à notre objectif de recherche, c'est-à-dire on va établir des questions de recherche pour savoir qu'est-ce que l'on veut connaître par la recherche formative, et en fonction de notre objectif de recherche, de nos questions de recherche, on va définir quelle est la méthode qui est la plus appropriée. On prendra notre décision aussi en considérant le temps disponible, le niveau de compétence et d'expertise dont on dispose dans notre organisation, en interne ou en externe, les comportements ciblés en question et l'étendue des lacunes que l'on veut combler par notre recherche. Enfin, une autre considération qui est importante pour faire l'analyse, la recherche formative, mais aussi tout au long du processus des interventions de changement de comportement, sont les considérations éthiques. Donc, bien sûr, il faut garder à l'esprit que quand on fait une intervention de changement de comportement en urgence, on est face à des personnes qui sont dans un état de vulnérabilité, qui ont connu un choc, quel qu'il soit, et qui peuvent se trouver dans une situation d'impuissance. Donc, considérer le droit des bénéficiaires, les droits des usagers par rapport aux services de santé, les questions de ne pas aggraver, que ce soit les violences basées sur le genre ou certains aspects de protection et de santé mentale à prendre en compte pour être sûr que notre intervention n'aura pas d'effet négatif sur la santé, le bien-être et la santé mentale des personnes que l'on sert à travers notre intervention. Je m'excuse, Armelle. Oui. Tu as 2 minutes pour les dernières deux diapos. Ah, ok. Oui. Donc, en fonction des outils et du temps disponible, on va faire le choix de notre méthodologie de recherche formative. Dans le cas des interventions en cas d'urgence, bien sûr, on s'intéressera plutôt à des méthodes de recherche qui permettent de nous donner des orientations en 1 à 2 semaines. Si on a plus de temps, on pourra mettre en place des outils qui sont beaucoup plus complets, bien sûr, mais on n'a pas toujours le luxe de faire une recherche formative assez longue. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la recherche formative, on doit répondre à un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de questions, pardon, par rapport au comportement, les obstacles, les questions qui nous intéressent. Et en même temps, on doit aussi s'intéresser à suivre les informations épidémiologiques et les connaissances scientifiques par rapport aux phénomènes de santé liés à l'urgence. Donc, particulièrement ici, dans le cas de l'épidémie de Covid, on peut voir que c'est également se tenir au courant de ce qui se passe et que tous les jours ou toutes les semaines, il y a des nouvelles informations et des nouvelles recommandations qui sont développées par l'OMS. Et notre rôle, c'est de se mettre à jour aussi pour pouvoir adapter les conseils et les recommandations que nous diffusons auprès des populations. Diapo suivante. Donc, il y a un certain nombre d'approches qui sont disponibles avec des manuels et des documentations, la plupart du temps en anglais. Il y en a certaines qui sont également en français.
et qui peuvent vous guider à remplir votre objectif de changement de comportement. On ne va pas aujourd'hui aller en détail pour chaque méthode qui est présentée sur le tableau, sur la diapositive, pardon, mais on va voir plus précisément deux de ces méthodes et la façon dont elles ont été appliquées à travers les cas d'études. Donc, on va discuter de la méthode BCD, conception centrée sur le comportement, et ensuite, on verra un exemple de comment on peut appliquer la méthode Nudge, que l'on appelle aussi coup de pouce en français. J'ai maintenant laissé la place à Alia et l'inviter à présenter le programme Baduta qui a été développé en Indonésie, puisque nous avons la chance d'avoir des personnes qui peuvent nous parler de leur expérience. Donc, merci Alia, je te laisse la parole. Merci beaucoup Armel. Et c'est une très bonne transition parce qu'en fait, le programme que je vais vous présenter est basé sur la technique BCD. Donc, parfait. Merci. Donc, je vais vous parler d'un projet qui a été implémenté de 2013 à maintenant, qui a d'ailleurs pris une ampleur incroyable et vous en verrez le déploiement national à la fin de cette présentation. Et donc, c'est un programme qui combine la science et l'innovation pour développer toute une campagne sur la nutrition communautaire. Prochaine slide. Donc, je vais juste présenter mon ONG rapidement. GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition. On est une fondation suisse à but non lucratif. On a été créé en 2002. Donc, nous avons des programmes de nutrition dans actuellement 12 pays où nous sommes présents, mais au total 30 pays où nous avons une intervention. Notre mission est la vision, c'est d'aspirer à un monde sans malnutrition. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Sauf que notre mission est vraiment d'intégrer tout notre travail dans le système alimentaire et d'augmenter la consommation d'aliments sûrs et nutritifs pour les personnes, en particulier les plus vulnérables. Donc, on a énormément de travail qui est avec les producteurs, avec les agriculteurs, mais aussi toutes les alliances du secteur privé. Et nous travaillons à la fois sur la fortification, le changement de comportement envers les populations les plus vulnérables. Et nous avons 2 autres systèmes de financement pour les entreprises qui produisent des produits ou des aliments sûrs et nutritifs, comme des conglomérats d'agriculteurs ou des producteurs d'aliments de complément, par exemple. Voilà, donc maintenant, l'Indonésie est un pays où nous sommes présents depuis 2002, depuis le tout début, et nous avions été missionnés par la Fondation Gates ainsi que le gouvernement néerlandais pour essayer de réduire les retards de croissance en Indonésie. Donc, c'est très ambitieux vu qu'un enfant sur 3 est en retard de croissance. Donc, ça a réduit de 6 points entre 2013 et 2018, mais tout de même, c'est un objectif très ambitieux. Nous avons ça comme mandat. Prochaine slide. Et de cette mission est venu le projet Baduta, qui est un programme intégré qui avait pour but d'améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans l'est de Java. Donc, c'est peut-être pas l'endroit qui avait le plus forte incidence de retard de croissance, mais qui était pour le gouvernement une priorité vu le nombre, la population, enfin tout simplement le nombre de gens qui habitent à Java, c'est plus de la moitié de la population indonésienne. Et ce projet avait 4 axes qui font partie des déterminants de la malnutrition infantile. Donc, on a cherché à vraiment tacler les freins principaux, comme l'a bien expliqué théoriquement Armel. Donc, on a appliqué la théorie. Donc, je vais rester sur le pratique, vu qu'on a bien ébauché la théorie par la présentation d'Armel. Donc, le premier pilier était donc l'amélioration des pratiques alimentaires et des soins et aussi des méthodes de consommation pour que les mamans soient
soit équipé de toute l'information nécessaire et motivé surtout pour mettre en place les bonnes pratiques. Le deuxième était le renforcement des services de santé, avec Save the Children d'ailleurs. Le troisième pilier était sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui est bien sûr maintenant une grosse priorité au niveau global. Et le quatrième était ce sur quoi Gain maintenant se positionne beaucoup plus, c'est d'augmenter la disponibilité et l'accès à des aliments ou des compléments alimentaires nutritifs, comme soit des suppléments, mais aussi de la fortification d'aliments de base. À droite, vous avez le petit tableau qui explique un peu la théorie de changement entre les activités que nous avons faites. L'objectif est donc de donner un meilleur apport nutritionnel, mais aussi réduire les infections par multiples facteurs, pour ensuite donc réduire les carences en micronutriments chez les enfants et aussi chez les mamans, les femmes enceintes. La slide d'après. Donc, nous avons fait une très longue phase de recherche formative avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a d'ailleurs innové avec cette approche sur le hand washing, donc le lavage des mains, en collaboration avec Unilever et Lifebuoy. Donc, on a essayé de les approcher en disant à quoi ressemblerait cette approche pour la malnutrition infantile. Et donc, avec le gouvernement indonésien, nous avons priorisé 4 comportements. Et c'était la partie, je dirais, la plus délicate dans cet exercice. C'était vraiment de rester sur des pratiques qui sont avec un fort impact sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation de l'enfant, mais aussi qui sont très sélectives. On ne va pas essayer de tacler les 12 à 15 différents comportements qui changent en plus tous les 2 à 3 mois au fur et à mesure que l'enfant grandit, a des dents, commence à prendre d'autres aliments, de compléments, etc. Donc, il fallait être très spécifique dans ce qu'on voulait cibler comme comportement, quels étaient les freins à ce comportement et comment aller vers le changement de comportement de manière holistique. Donc, les 4 comportements étaient sur l'allaitement exclusif. Le deuxième était sur la diversité du plat. Donc, au lieu de parler de diversification, 5 groupes, etc., on a juste dit moins de riz dans l'assiette. Et parce que c'était de manière très visuelle et très simple, une façon de dire, voilà, si vous aimez moins de riz, mais plus d'autres choses, comme à la base, il y avait déjà plusieurs aliments qui étaient donnés à chaque repas, mais jamais dans les bonnes proportions, on a travaillé plutôt sur les proportions. Le troisième était sur les collations, le fameux goûter, mais qui est donné toute la journée en Indonésie, comme un aliment de substitut pour dire je ne veux pas que je ne veux pas être perçue en étant une mauvaise mère parce que mon enfant pleure, donc je lui donne un paquet de chips. Alors, on a compris quelles étaient les raisons sociales et la pression sociale qui incitait les mamans à donner des collations malsaines. C'est aussi l'environnement et le prix et le fait qu'on en a partout et que c'est des tentations toute la journée. Mais on a essayé de faire une campagne sur le substitut, de dire au lieu de chips, il vaut mieux peut-être donner des fruits ou d'autres choses, mais aussi éviter de le faire aussi proche du repas pour que le repas se passe mieux et que l'enfant puisse manger ce dont il a vraiment besoin. Et ensuite, on a une campagne maternelle et je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voulait travailler sur les produits forts en fer, donc les aliments renforcés, c'est comme ça que c'était traduit en bahasa indonésien. Donc, donner une portion de produits qui contiennent du fer pour les femmes enceintes. Prochaine slide. Donc, cette campagne a eu multiples canaux et là, c'est intéressant dans le sens où chaque comportement avait sa propre stratégie de communication. On ne parle pas d'allaitement exclusif de la même façon qu'on parle de donner un goûter. L'allaitement exclusif, c'est un choix de la maman. Comme a dit Armelle, il ne faut pas qu'elle se sente critiquée ou si c'est un choix qu'elle a décidé de ne pas faire, etc. Donc, on ne va pas être dans la sanction ou il y a des comportements qui exigent une certaine façon d'être abordés. Donc, ce n'était pas le même plan de communication et d'exécution pour chacun des
des comportements qu'on a ciblés. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'on, même si on avait tous les outils, on a aussi donné des poids différents dans comment on a mis en place cette campagne de communication. Donc, elle a plusieurs piliers. Une était la télé. On a utilisé des moyens assez importants pour mettre en place une campagne sur les 4 comportements, mais aussi beaucoup d'émissions de télévision voulaient parler de notre campagne. Donc, il y a eu tout un effet un petit peu domino sur au niveau des relations publiques et les relations presse. On a aussi utilisé des chaînes locales, et un mix de chaînes locales et de chaînes nationales pour faire la publicité de ces émissions de télé. Chaque chaîne avait son rôle à jouer et donc c'était une manière très complémentaire. On a fait des activités communautaires, des visites dans la rue et des visites à domicile pour renforcer les messages, des médias sociaux. On a également travaillé avec SAVE pour le renforcement du système de santé. Donc ça, c'était vraiment plutôt sur la partie sur les health counselors, donc les conseillères de santé, et enfin du plaidoyer au niveau national. Je vais vous montrer la publicité sur l'allaitement exclusif pour que vous voyez un petit peu la manière dont ça a été exécuté, toujours en prenant en compte les normes sociales. Je vais juste poser une seconde, Ben. Le contexte de cette pub et les insights qu'on a pu avoir de toute la formation, la partie formatrice d'avant, c'est que on s'est rendu compte de l'importance de la pression sociale en fait de la maman. Et donc, on a mis en place toute une campagne autour de la rumeur et du gossip. Et Armelle en a parlé aussi, le fake news existe partout. Et donc, cette gossip lady, c'est un peu la dame la voisine qui se mêle de tout, qui critique tout et qui parle de tout de manière assez négative et surtout mal informée. Et donc, toute la campagne est autour de celle qui raconte un peu n'importe quoi et puis quelle serait la bonne version. Donc, on a un peu le good and bad, enfin le mauvais, enfin cette espèce de dynamique qui se présente là. Donc, je vais juste vous laisser découvrir les personnalités. C'est bon. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a eu je sais pas si vous avez pu avoir le son, mais peut-être on peut mettre le lien dans Non, dans oui, le je chat. vais On aurait partager dû, le mais lien. ouais. Ouais, Euh, pardon. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais donc il y a une partie où, en gros, c'est la belle-mère qui met le biberon dans la poubelle. Donc ça, c'est une des images assez impactantes de cette campagne, mais qui dit pas une mère qui... En fait, elle parle de son expérience passée, celle qui dit un peu n'importe quoi. Elle disait, mais moi, j'ai pas fait ça avant, donc c'était pas dans le but de la reprocher actuellement pour pas qu'elle se sente mal, mais dans le but de renforcer le comportement positif de celle qui le fait actuellement. C'est un petit peu plus compliqué si on n'a pas vu les paroles, mais bon, c'est basé sur cet insight de l'importance de la belle-mère dans la décision même d'allaiter ou pas, et le soutien, comme vous voyez, de ce visuel du papa et de la belle-mère pour vraiment encourager la maman à faire l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. On va passer sur les autres composantes de la campagne rapidement. Une des grosses innovations dans cette campagne, ça a été les Imodimo. Et donc, c'est des démonstrations émotionnelles qui sont des jeux de groupe assez interactifs. Donc, le système de santé en Indonésie a un système volontaire de pesée mensuelle pour les enfants de moins de 2 ans.
Et donc, c'était le moment qu'on a choisi pour dire, bon, bah, les mamans, en général, elles sont dans la file d'attente, elles attendent, elles n'ont rien à faire. Donc, on a dit, bon, bah, pendant qu'elles attendent, on va leur demander 5 à 10 minutes de leur temps pour participer à ces jeux de groupe. Et donc, c'est des jeux qui opèrent en créant un moment de surprise ou de dégoût ou une grosse sensation émotionnelle qui aide à réévaluer comment ou à modifier une émotion qui est associée à un comportement. Donc, on ne parle pas directement que du comportement, mais vraiment de l'émotion associée au comportement. Et l'approche a été développée avec la London School en BDC, enfin Behavior Centered Design, comme l'a expliqué Armelle. Donc, je vais passer sur la théorie. Mais je vais juste vous donner un petit insight là-dessus qui est la manière d'apprendre. Elle est sur le système 1 que Armelle a décrit. J'ai eu la chance de travailler avec Daniel Kahneman dans ma vie antérieure, donc je suis très passionnée par ce sujet et l'apprentissage à travers les émotions, c'est vraiment une manière que beaucoup de campagnes publicitaires utilisent, beaucoup de marques utilisent, mais que malheureusement dans la communication et l'éducation sur l'ange, on reste très basé sur les connaissances, sur les faits, sur la théorie de pourquoi il faut nourrir son enfant, à quelle fréquence, etc., etc. Ça reste très dans les comportements eux-mêmes et pas toujours sur les émotions associées à ces comportements. Donc, on a pris un angle d'attaque qui était très différent des autres campagnes qu'on a pu voir et qui complétait très bien et qui pouvait motiver les mamans d'une manière un peu alternative et innovante. La prochaine slide. Oui, c'était une animation. Là, c'est plus une illustration de la campagne à peu près à tous les niveaux, enfin par les médias sociaux qui étaient à l'époque, en 2013, pas encore très courant, mais maintenant qui serait vraiment probablement un gros pilier de cette campagne. Vous avez en bas à droite deux exemples de comment ces groupes de femmes se retrouvent et interagissent. Certaines donc, sont chez au niveau de la pesée, donc elles se mettent dans une salle à part. D'autres, c'est vraiment juste à côté ou en extérieur. Enfin, il y a énormément de différentes applications. Il y a eu 12 modules, chacun développé autour des 4 comportements que je vous ai montrés. Donc, je voulais juste mentionner que les besoins d'une femme enceinte sont différents de ceux d'une maman qui vient peser son enfant. Donc, l'approche au niveau de la stratégie de communication était très différente pour la campagne, on va dire, de santé maternelle versus la campagne de santé de l'enfant. Mais à chaque fois avec beaucoup de visuels et de choses très interactives. Là, par exemple, en bas à droite, les femmes sont en train de décrire leur journée, donc du lever de soleil au coucher de soleil avec la lune qui arrive. Et sur les 24 heures, elles expliquent quelle fréquence elles ont nourri leurs enfants, qu'est-ce qu'elles ont donné, etc. Donc, c'est juste une description d'une journée. Et puis, au fur et à mesure, on va demander, bon, est-ce que c'était la bonne approche? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Quelles sont les fréquences d'allaitement par rapport à l'intégration des aliments de complément. Donc, c'est très ludique. Et là, à part juste leur demander d'expliquer ce qu'elles ont fait en une journée, on ne demande pas plus et on ne va pas beaucoup dans la théorie du pourquoi, à part juste de leur montrer voilà, la situation idéale. Donc, il y a énormément de support, à la fois des jeux, des gestes, des jingles, des thématiques. L'Indonésie est très friande de gestuels et de rituels aussi. Donc, il y a toute une campagne autour de ça qui a été faite. A été reprise aussi en télé et en radio pour vraiment donner un sens large à la chose. On a fait un essai pilote randomisé sur 2 ans avec plus de 3000 femmes. En gros, la conclusion rapidement, c'est que ça marche dans le sens où on a eu un taux significativement plus élevé en initiation d'allaitement maternel, donc dans l'heure suivant la naissance, mais aussi dans l'allaitement exclusif sur 6 mois, où il y a eu une grosse progression de plus de 14 points entre le groupe qui n'avait pas l'intervention Badouta et le groupe qui avait l'intervention, et beaucoup moins d'aliments liquides autres que les laits maternels qui ont été consommés pendant les 3 premiers jours de vie. Donc, ça, c'était au niveau de la maternité. Mais on a vu aussi une augmentation sur la consommation de produits riches en fer. Donc, oui, ça a été, sur tous les critères qu'on a évalués, un succès significatif. Je vais en arriver à mes conclusions. Donc, les spots publicitaires télévisés et les IMO-DIMO ont une couverture très élevée avec plus de 75% des répondants ayant été exposés à une IMO-DIMO et 65% qui ont répondu se souvenir d'avoir vu le spot publicitaire, un des spots publicitaires. Donc, on sait qu'en termes de couverture, on a été très fort. L'ensemble des interventions ont considérablement amélioré l'allaitement maternel et les pratiques d'alimentation complémentaire.
donc un succès. Et la diversité alimentaire ou la diversification alimentaire s'est améliorée, mais pas suffisamment pour améliorer l'adéquation alimentaire. Donc, c'est-à-dire que même s'il y avait les nombres de groupes d'alimentation qui ont été, il y avait d'aliments qui ont été consommés, il n'y a peut-être pas l'apport nutritif adéquat, mais ça c'est toute une autre problématique sur la qualité elle-même des ingrédients qui n'a pas été adressée. Enfin, oui, bon, c'est le dernier point, je vais passer à la prochaine slide. Donc, où en sommes-nous maintenant? On a touché plus d'1 million de femmes dans 634 villages de East Java. On a formé 11 000 agents de santé sur cette approche, mais aussi on a réussi à intégrer l'approche dans le protocole officiel de ces séances mensuelles de pesée. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré dans le système de santé actuellement. Ça fait partie du programme d'études en nutrition dans 20 universités en East Java. Donc, les nutritionnistes qui sortent de ces universités ont été tous formés sur l'approche Imodimo. Et enfin, on a une innovation sur l'éducation budgétaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a payé et puis qui s'est arrêté en 2016 quand la campagne est finie. On a eu Baduta 2.0 et on va arriver sur Baduta 3.0 parce que le gouvernement a grosso modo cofinancé plus de 20 collectivités locales, maintenant on est à 30, qui ont vraiment budgété et qui ont énormément étendu le nombre de villages et d'agents de santé qui sont formés. Donc, on est à une participation budgétaire importante du gouvernement pour mener à bien cette campagne. Aussi, j'aimerais juste mentionner que la campagne elle-même, autant la création de ces modèles a été coûteuse et longue, autant maintenant l'implémentation et de mettre à l'échelle est particulièrement peu coûteuse parce qu'on a utilisé des méthodes virtuelles, soit des formations virtuelles qui sont par téléphone ou qui sont par vidéo, et on utilise beaucoup de matériel que les agents de santé peuvent trouver dans leur village. On ne demande pas à acheminer des kilos et des kilos de papier ou d'autres matériels pour mener à bien ces Imodimo. Donc, c'est une campagne qui a été vraiment très appréciée des gouvernements et des districts et des provinces. Quand le gouvernement, c'est qu'Indonésie est très décentralisée dans son approche. Chaque province a sa propre méthode. Et le bénéfice que le gouvernement en a retiré, pour un petit peu continuer là-dessus, c'est que le gouvernement a aussi vu que beaucoup plus de mamans venaient à leur séance de pesée, qui était quelque chose d'important pour eux, de par le fait qu'elles voulaient participer aux Imodimo. Donc, il y a eu un peu ça a été à double tranchant et un double bénéfice, c'est que nous, on a pu attirer plus de mamans dans l'absolu et plus de mamans ont pu vivre ces Imodimo. Et en plus, le gouvernement a pu avoir plus d'enfants pesés grâce à cette campagne. Donc voilà, pour répondre à la première question, je sais pas si on va prendre une question maintenant. Oui, on est en train de le contextualiser en Mozambique, par exemple, et on est en train de travailler avec UNICEF pour voir si on peut travailler plus étroitement sur une extension de ce modèle pour d'autres pays. Donc, more to come. C'est en processus, mais l'approche est tout à fait transférable à d'autres pays. Merci beaucoup, Alia. Merci. Sans hésitation, on va passer la parole à Caroline. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Oui, merci pour l'opportunité de parler sur les coups de pouce en mauvais français ou les clés visuelles pour promouvoir les comportements positifs. Comme je vous ai dit, je m'appelle Caroline Hilary. Je partage avec vous l'expérience de Save the Children dans la mise en œuvre des coups de pouce au Bangladesh, une étude de recherche pour promouvoir le lavage des mains depuis l'utilisation des latrines, et aussi un projet en Thaïlande pour promouvoir la nourriture saine et l'activité physique dans les écoles. La prochaine dia. Les clés visuelles où les coups de pouce ont été utilisés pour les scientistes sociaux pour influencer les comportements. C'est important faire la mémoire qu'ils ne donnent pas les connaissances, ils ne donnent pas les incitations pour les décisions. Ils donnent des clés visuelles dans l'environnement.
Par exemple, si vous voyez la petite mouche dans l'urinoir, influence les hommes d'uriner à l'intérieur et non à l'extérieur de l'urinoir. Et dans l'autre photo, il y a les pas de néon qui guident aux personnes à utiliser les poubelles. Ça s'appelle, c'est l'architecture des choix. La prochaine dia. Donc, un peu sur les principes, le renforcement positif et les suggestions indirectes comme moyen d'influencer le comportement et la prise de décision des groupes ou des individus. Il y a un livre sur ça en anglais qui s'appelle les coups de pouce, nudges. Et les principes qui ici il y a un peu sur la théorie. Les coups de pouce doivent être easy, ça veut dire facile, attractive, ça veut dire attrayant, social, ça veut dire quelque chose qui se transforme en norme sociale avec du temps, et timely, ça veut dire dans le moment opportun et précisément quand les personnes typiquement s'oublient de la pratique positive. Par exemple, les enfants qui sortent d'une latrine, souvent ils s'oublient de se laver les mains parce qu'ils veulent déjà sortir pour jouer ou pour faire autre chose. Donc, la prochaine dia, s'il vous plaît. Voilà l'étude qui a été publiée, le coup de pouce au lavage des mains, un essai randomisé en grappe au Bangladesh que je vais partager avec vous. Et c'était en collaboration aussi avec l'école de Londres d'hygiène et la médecine tropicale. La prochaine dia. Avant de l'étude en grappe, on a fait une étude de faisabilité. Voilà, on a identifié seulement 2 écoles dans les zones rurales du Bangladesh et il y avait une intervention en 2 étapes. On a mis en place l'infrastructure de lavage des mains un peu améliorée et depuis ça, on a mis les coups de pouce. Et on a fait une observation structurée de lavage des mains avec du savon après l'utilisation des latrines. La prochaine. Dans l'étude de faisabilité, non, on a déjà vu ça, c'est seulement la photo. Ouais. Le résultat de cette étude, on voit les résultats positifs. Voyez, il y a un grand saut. Des enfants au baseline, aux lignes de base, il n'y avait presque pas des enfants qui se lavaient les mains, seulement 4%. Avec l'infrastructure, on a augmenté à 18%. Mais depuis les nudges ou les coups de pouce, on a augmenté à 68% et ça a été soutenu pendant quelques temps. Mais dans cette étude-là, oui, merci. Dans cette étude-là, on a vu qu'on a besoin d'une recherche plus rigoureuse avec un groupe de comparaison qui n'avait pas dans l'étude de faisabilité, avec un nombre plus grand et plus de temps. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec une autre étude. Oui, j'ai déjà parlé ça. Et la prochaine dia. Donc, ici, c'est la conception de l'étude qui a été fait pour la publication que je vous ai déjà montré. Le dessin de l'essai randomisé en grappe dans les districts ruraux de Bangladesh. Il y avait 20 écoles primaires. Toutes les écoles ont reçu l'infrastructure et on a parti à 4 groupes. Chaque groupe a eu 5 écoles. Et la promotion du lavage des mains, c'était une session par semaine sur l'hygiène pendant 4 semaines. Mais les autres,
En bleu, ce sont les écoles qui ont reçu les coups de pouce. Et en rouge, ce sont les écoles avec la promotion de l'hygiène classique. Toujours dans les projets. Ici, séquentiel, ça veut dire que les coups de pouce ou la promotion d'hygiène a été fait quand l'infrastructure a été déjà en place. Combiné, ça veut dire ici que l'infrastructure et la promotion étaient faites le même temps. Ça, c'est important de voir dans les résultats. La prochaine. Comment est-ce qu'on a fait la collecte des données? Ça a été fait par les caméras cachées avec la vue sur les latrines de l'école et la station de lavage des mains. On a aussi fait quelques observations structurées par les personnes, mais la plupart, c'était fait par les caméras cachées. L'événement surveillé, on a défini comme un enfant qui entre et sort d'une latrine, qui a utilisé la station de lavage des mains. Il a lavé les deux mains, ça c'est important au Bangladesh parce qu'il y a des choses culturelles qui font que quelquefois les enfants se lavent seulement une main. Et il ou elle a utilisé le savon. Donc depuis ça, on a analysé les données. Je vais montrer ça dans la prochaine slide. Comme vous voyez, donc, tous les enfants ont amélioré la pratique du lavage des mains depuis d'utiliser les latrines. Comme vous voyez, avec la promotion d'hygiène classique et celui-là qui ont utilisé les nudges ou les coups de pouce, les clés visuelles, tout le monde ça lavait les mains meilleures avec l'intervention. Mais dans la prochaine diapositive, ce que vous pouvez voir, l'intervention combinée, ça veut dire au même temps avec l'infrastructure, fonctionne meilleur que l'intervention séquentielle. Surtout dans la promotion d'hygiène. Ce qu'on fait classiquement dans beaucoup des projets, j'ai vu ça, on dit non, mais les enfants, ils ne peuvent pas se laver les mains, donc il faut faire l'infrastructure d'abord, et depuis ça, on met la promotion de la pratique, en ce cas-là, du lavage des mains. Mais dans cette étude, on montre que les interventions qui combinées, ça veut dire au même temps, on doit faire l'infrastructure et aussi la promotion. Ça fonctionne meilleur que les interventions séquentielles. La prochaine. En ce cas-là, bon, les conclusions. Les coups de pouce ont fonctionné aussi bien que la promotion de l'hygiène intensive, mais le changement de comportement s'est maintenu pendant 5 mois. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, mais c'est un clé visuel » et depuis une semaine, les enfants, ils ne regardent plus cette image. Les coups de pouce sont plus faciles à mettre en œuvre et garantissent un résultat cohérent. On a besoin moins de planification et on n'a pas besoin d'une formation pour les maîtres d'école parce que les coups de pouce, ça ne dépend pas des maîtres. Le coup de pouce coûte le même prix en ce projet-là que la promotion d'hygiène dans les environnements étudiés. Ils peuvent même être considérablement réduits. Vous avez un coût de promotion d'hygiène avec les matériaux nouveaux, on doit faire l'impression et beaucoup de trucs pour la promotion.
des matériels éducatifs, etc., ça coûte plus cher que seulement mettre les coups de pouce. Maintenant, on pense que les coups de pouce sont prêts pour être testés à grande échelle. Ils ont un coût d'avantage pour le changement des comportements. On a vu la durabilité du changement des comportements. Il y a une synergie avec des autres approches et les évaluations, on a compris les défis pour la mise en œuvre en échelle. On a aussi vu quelques différences d'impact entre les enfants jeunes et les plus âgés. On change de diapositive. Tu n'as plus parlé sur le Thaïlande. Donc, ça c'est tout. Et de toute façon, je suis prête à répondre s'il y a quelques questions sur les coups au pouce ou les clés visuelles. Ok, super. Merci, Caroline. On a déjà certaines questions et si ça vous va, on va adresser ces questions pendant le partie questions et réponses. Mais avant ça, donc merci beaucoup Caroline pour votre présentation et Alia aussi. Avant ça, on va donner à Amel une diapo dans 1 minute et moi une autre diapo dans 1 minute, juste en termes de l'offre de support technique par rapport du CSI pour le Tech RRT. Amel, à vous. OK. Donc, comme on a Dans 1 minute, présenté, s'il vous plaît. oui, on a présenté au début du webinaire un peu l'équipe du Tech RRT et le fait qu'il y avait une référente spécialiste sur le changement de comportement qui est disponible pour des déploiements ou pour des supports à distance. Quel support elle peut offrir? Donc, ça peut être aussi bien évaluer les activités de changement de comportement existantes, supporter pour délivrer des formations techniques et du support sur la promotion des pratiques de santé, que ce soit en hygiène, nutrition. Conduire des recherches formatives sur le terrain et encadrer les partenaires à utiliser les résultats ou encadrer les partenaires dans le cadre de la mise en place d'une recherche formative, travailler au développement des stratégies et des outils pour mettre en place l'activité de changement de comportement, concevoir des outils d'évaluation, de suivi, de monitoring pour ces mêmes interventions ou appuyer à la coordination des acteurs de changement de comportement au niveau national dans les clusters de nutrition santé ou des groupes de travail qui seraient sur le changement de comportement. Ça peut être aussi bien sur l'ensemble du processus que sur le processus, une étape en particulier du processus, comme j'ai parlé tout à l'heure. Ben, si tu veux bien expliquer comment on peut solliciter le soutien technique. Oui, je vais faire ça en 30 secondes même. Donc, qui peut demander un support de technique de TechRRT? N'importe quelle organisation nationale, internationale ou n'importe quelle organisation qui s'occupe de la nutrition et la santé et qui a les objectifs d'améliorer la nutrition. Et comment faire une demande? Vous contactez le TechRRT, moi et mon équipe, et on peut vous aider dans le processus. Et combien ça coûte? Ici, j'aurais dû mettre une partie qui dit qu'on a des finances, les fonds de TechRRT pour financer complètement les déploiements de TechRRT. Mais en même temps, s'il y a des ressources disponibles au niveau du pays, on demande les partenaires de payer mais soit 100% ou soit une proportion. Et juste comme une idée, de 6 semaines de déploiement, ça peut être à peu près 25 000 à 50 000 pour déploiement pour 6 semaines.
Et 2 semaines de support à distance, ça peut être entre 5 000 et 900 000. OK, on va laisser le parole à vous. Et Amel va nous mener dans la partie discussion. Et on a 6 minutes pour ça. D'accord. Donc, rapidement, je vais reprendre les questions qui ont été, certaines questions qui ont été posées. Déjà, peut-être, il y avait des questions sur comment on peut adapter les nudges, donc les questions des coups de pouce ou des clés visuelles en situation d'urgence et pour l'utiliser pour des pratiques nutritionnelles. Donc, Caroline, peut-être si tu peux nous orienter un peu sur cette question. Oui, donc dans l'urgence qu'on a maintenant, tout le monde est dans la maison. Ça veut dire que l'environnement, ce n'est pas l'école dans ce moment-là, parce que les écoles ont été fermées dans la plupart du monde. Mais on a déjà pensé beaucoup sur les distributions par l'urgence, les distributions des kits d'hygiène, du savon, des aliments. Comment est-ce qu'on peut faire ça pendant la pandémie? Et on a besoin de beaucoup de clés visuelles pour la sécurité pendant le moment de distribution. Par exemple, les gens ils ne doivent pas s'approcher trop proche à la personne qui donne les aliments ou qui fait la distribution. Et les gens ils utilisent déjà les clés visuelles ou les coups de pouce. Pour les coups de pouce dans les projets d'alimentation, il y avait les photos de Thaïlande que Ben, si tu peux montrer. Oui, sans souci. On a mis celui-là, c'est une assiette. C'est un projet en Thaïlande qui fait des petits clés, l'information sur le choix des aliments. C'est dans un contexte où il y a beaucoup d'obésité et de surpoids dans les enfants écoliers en Thaïlande. Mais surtout, je crois, c'est ce qui fonctionne la prochaine. Si tu peux voir les clés visuelles pour l'activité physique. Celui-là, tout le monde connaît, quand on était enfant, c'est dans une école, c'est pour faire plus d'activité physique quotidienne dans les cours, pendant les repas. Il y a une dia en plus sur les activités. La prochaine? Sorry. Yeah, voilà. Et même, c'est avec les enfants, c'est en même temps une activité participative parce que ce sont les mêmes enfants qui mettent les clés visuelles dans le cours de l'école, comme vous voyez. Mais je fais mémoire que les clés visuelles ou les coups de pouce doivent être attrayants. Quelquefois, par exemple, les pieds que vous voyez, ça fait penser aux enfants qui n'ont pas les chaussures. Et quelquefois, c'est meilleur utiliser les chaussures parce que pour ne pas faire sentir mauvais aux enfants qui peut-être n'ont pas, qui pensent que c'est seulement pour les enfants pauvres qui doivent sauter là-bas. Donc, il faut faire un peu d'analyse de qu'est-ce que tu utilises comme clé, une analyse avec les enfants participatifs. Amel, tu es là? Oui, merci beaucoup Caroline. Et une autre question également pour Alia, c'était de savoir comment est-ce que les émo-démos pourraient être adaptés dans d'autres contextes et est-ce que ça a déjà été utilisé pour des interventions d'urgence? Alors, merci Armel. Les IMO-DIMO sont en train d'être adaptés pour le contexte mozambicain et nous en avons utilisé une partie post-Idai, donc quand il y avait le cyclone dans le sud du Mozambique. Donc la réponse rapide aux deux questions, c'est oui. Et les IMO-DIMO
entre guillemets, facile et rapide, c'est-à-dire ça demande 3 à 5 minutes pour exposer l'audience à un message, c'est très approprié pour le monde de l'urgence. Je sais que la London a fait beaucoup de travail sur les problématiques de handwashing, hygiène, etc. dans des contextes d'urgence. Il faudrait regarder dans cette catégorie-là. En nutrition, on est sur la durée. Mais je serais ouverte à des opportunités de tester celle qu'on a faite dans des situations comme on a aujourd'hui. Et pour les matériels, je crois qu'il y a une question, pardon, Armel. Je vais envoyer à Ben des sites où vous pouvez voir beaucoup de détails sur les MIMO, et on a demandé à plusieurs universités de faire des sessions créatives pour créer d'autres MIMO sur d'autres problématiques. Et il y a tout un site qui développe plus en détail ces MIMO. Je partagerai volontiers. Oui, avec tous les ressources et tous les ressources mentionnés pendant le webinaire, on va les poster sur le website de TechRT avec l'enregistrement de cet webinaire. C'est-à-dire les documents généraux de CSC, mais aussi les documents spécifiques à les deux études de cas. Et on va organiser ça pour assurer que ça c'est disponible par le website. Ok. Merci Ben pour avoir précisé ça. Une autre question qui a été posée, c'était sur la question de comment articuler les interventions de changement de comportement en urgence et celles qui sont à plus long terme, et comment choisir les méthodologies. Ça revient à l'idée que le processus de mise en place d'une activité de changement de comportement, d'une stratégie de changement de comportement est un cycle, et donc on va passer à travers plusieurs cycles. Généralement, en cas d'urgence, il va y avoir un financement d'urgence plus court, et donc on va choisir des méthodes plus courtes, plus rapides d'intervention. Et puis pour la période post-urgence, on va pouvoir s'orienter vers des méthodes plus appropriées pour le long terme, qui prennent plus de temps et qui adressent aussi les questions de résilience. Pour ça, également, vous pourrez trouver toute une série de méthodologies, celles qui ont été citées dans la présentation, et vous pouvez trouver les détails de ces méthodologies. On mettra le lien pour accéder à tous les manuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont dans le webinaire? Merci, Armel. S'il n'y a pas d'autres questions, comme oui, on est déjà à la fin. Dernière opportunité pour des questions. Il y avait également une question sur comment contrer les rumeurs dans un contexte où il y a de plus en plus de personnes qui accèdent aux réseaux sociaux. Effectivement, s'il n'y a pas une stratégie de communication qui est mise en place pour contrer les rumeurs sur les réseaux sociaux, qui utilisent également les réseaux sociaux pour clarifier qu'est-ce qui est une fausse nouvelle d'une vraie information, on est facilement submergé par les rumeurs. Donc effectivement, plus les gens ont accès aux médias sociaux, et plus il faut s'adapter aux médias et aux moyens de communication qui sont préférés par la population avec laquelle on veut intervenir. Ok, super. Bon, à ce moment-là, je remercie beaucoup Alia et Caroline et Armel pour vos présentations. Comme je vous ai dit, on va assurer que tous les ressources qu'on a mentionnées aujourd'hui soient disponibles sur le website de TechRT. Et là, il y aura aussi les contacts de nous. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement du TechRT, sur les choses théoriques sur le CSC, ou bien sur les deux études de cas, nous sommes là pour répondre à ces questions additionnelles. Donc, voilà.
Merci beaucoup à tous et bonne soirée, bon après-midi, bonjour en fonction de votre locaux. Merci Bye. beaucoup. Bye. Et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Au revoir. Merci, Alia.